est en direct. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs qui nous rejoignent petit à petit et bonsoir Xavier Crétier. Bonsoir. Alors vous êtes professeur de sciences politiques et vous travaillez sur la sociologie des engagements radicaux, sur les violences politiques et le terrorisme. Vous êtes membre du comité scientifique de prévention de la radicalisation auprès du Premier ministre et vous avez récemment contribué à plusieurs ouvrages, alors l'un aux côtés d'Isabelle Sommier et François Odigier, intitulé Violences politiques en France, et puis vous avez coécrit un ouvrage avec Nathalie Duclos intitulé Violences politiques. Et puis en ce moment, vous enquêtez sur les phénomènes de radicalisation djihadiste dont on va du coup beaucoup parler ce soir. Alors vous le savez, La Vie de recherche, c'est une émission qui vise à éclairer l'actualité sous l'angle de la recherche universitaire française. Et puis l'actualité en ce moment, eh bien, ce sont les procès des attentats du 13 novembre qui se sont ouverts le 8 septembre et qui se poursuivent en ce moment. Alors on a pu entendre depuis le début de ces audiences des extraits, des témoignages des parties civiles, notamment des victimes rescapées des attentats. Et puis on a aussi pu entendre quelques mots, quelques paroles de Salah Abdeslam et de plusieurs autres accusés. Alors on vous propose aujourd'hui un format un petit peu particulier de La Vie de recherche. En fait, on a défini, à partir de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux ou entendre dans la presse, ou dans la vie quotidienne de manière plus régulière, quelques idées reçues sur le terrorisme et sur les djihadistes, sur lesquelles je vais donc vous demander de réagir. Et j'en profite pour dire à nos auditeurs que vous pouvez réagir aussi en posant vos questions dans le live, et moi je les transmettrai directement à Xavier Crétier. Alors peut-être avant de commencer de parler de ces idées reçues, je vous propose peut-être de nous expliquer d'abord comment, en tant que chercheur, vous enquêtez sur les phénomènes de radicalisation. Oui, tout à fait. C'est en effet, je pense, une bonne question introductive, parce que la question peut se poser, ce n'est pas automatiquement un terrain extrêmement facile. C'est peut-être pas d'ailleurs le terrain le plus compliqué qui soit, hein. Je pense qu'un certain nombre de collègues qui travaillent auprès de la haute administration ou de la haute fonction publique ont peut-être aussi des difficultés à rencontrer justement les hauts fonctionnaires ou les membres des cabinets. Et je ne suis pas persuadé que rencontrer des hommes violents soit automatiquement plus compliqué. Mais malgré tout, ça l'est un petit peu. Et c'est vrai que donc sur ces questions, moi je travaille sur le djihadisme maintenant, j'ai travaillé sur d'autres types d'acteurs violents, qui étaient essentiellement les ethno-nationalismes européens, basques, corses, etc. Et je pense que pour faire de la recherche de type de sociologie politique sur ces thèmes-là, il faut aller rencontrer les acteurs. On n'a pas le choix. Il faut lire ce qu'ils écrivent, il faut les écouter, il faut les entendre. Donc, ce rapport au terrain est absolument nécessaire. Donc, en ce qui concerne les djihadistes, évidemment, quand je travaillais sur les Corses ou sur les Basques, d'une certaine façon, c'était pas si compliqué d'aller à Bastia ou d'aller à Bilbao pour essayer de rencontrer des acteurs, même si certains étaient clandestins. Sur les djihadistes, c'est clair qu'on ne va pas aller travailler à Raqqa ou on ne va pas aller faire des entretiens au Cham. Donc, la solution la plus simple, ça a été de rentrer en prison dans un premier temps, puisqu'il se trouve qu'un certain nombre d'entre eux y sont, approximativement à peu près 400 individus actuellement en prison, qui sont ce qu'on appelle des TIS, des terrorismes islamistes, incarcérés pour TIS. Il y a, en plus de ces 400, vous avez 600 à peu près détenus qu'on appelle des DCSR ou des RAD, qui sont des droits communs suspectés de radicalisation. Donc en tout, vous avez à peu près 1 millier de personnes, mais 400 TIS principalement. Donc la possibilité, c'est évidemment d'aller les voir, mais de passer par la direction de l'administration pénitentiaire pour avoir cette autorisation à rentrer en prison et les interroger. Je l'ai fait il y a quelques années avec un de mes collègues. On a rencontré une vingtaine d'acteurs comme ça. Et puis là, on vient de faire un gros travail, de finaliser un gros travail sur des données qui sont des données de la direction de l'administration pénitentiaire, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais du coup je vous le dis, chaque TIS ou chaque acteur djihadiste qui est arrêté en France est transféré dans ce qu'on appelle un quartier d'évaluation de la radicalité, un QER, et il est examiné, il est analysé par ce qu'on appelle des binômes de soutien, où il y a des psychologues, il y a des médiateurs du fait religieux, il y a des agents des services de renseignement pénitentiaires. Bon, il y a tout un tas de gens qui les voient pendant plusieurs semaines et qui produisent une petite notice. Et à l'issue de cette notice, une notice assez importante d'une trentaine de pages, ils sont soit remis en détention droit commun, soit mis en quartier de prévention de la radicalité, soit mis en quartier d'isolement pour le haut du spectre, on va dire, les plus dangereux.
Donc, nous, on a eu accès à ces petites notices, hein, et on a analysé 353 TIS, 353 dossiers TIS, sur lesquels on a procédé à un gros traitement statistique, hein, puisqu'il y a à peu près 94 items pour chacun de ces 353 TIS, ce qui nous permet d'avoir une très belle sociographie, on va dire, du djihadisme français actuellement. Voilà. Voilà un peu comment on travaille sur ces enjeux, sur ces questions. C'est très intéressant. Alors du coup, je vous propose de passer directement sur les idées reçues. Alors je me baladais dans la presse et je suis tombée sur un article du Figaro avec Sonia Mabrouk, donc, qui est journaliste pour nos auditeurs qui l'ignoraient, et qui dit, je cite, « Arrêtons de trouver des nuances dans les différentes formes de ce courant ultra-rigoriste ». Alors elle parle du salafisme. Il représente aujourd'hui une passerelle vers le djihadisme. Donc, l'idée reçue numéro 1 sur laquelle je voudrais vous faire réagir est la suivante. Le salafisme, c'est la même chose que le djihadisme. Est-ce que c'est vrai? Alors, non, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'interprétations différentes, hein, de cette question, qui est évidemment la question qui a une vraie médiatisation avec l'opposition désormais assez connue entre deux grands islamologues français que sont Gilles Kepel et puis Olivier Roy. Vous connaissez un peu cette opposition. Pour l'un, Gilles Kepel, qui va parler de radicalisation de l'islam, précisément, lui pense qu'il y a un lien direct entre une certaine lecture du Coran, une lecture salafo-wahhabite, salafiste et wahhabite, et qui conduirait naturellement à la pratique de la violence sous la forme du salafo-djihadisme. Et puis à l'inverse, Olivier Roy, lui, ne parlait pas de radicalisation de l'islam, mais d'islamisation de la radicalité. Pour lui, précisément, il n'y aurait pas ce lien n'aurait rien d'évident. Et vous avez, dit-il en tout cas, beaucoup de djihadistes qui ne sont pas du tout passés par les frères musulmans, ne sont pas du tout passés par les lieux de production du salafisme ordinaire et qui pourtant sont devenus djihadistes. Donc il y aurait une décorrélation entre les deux. Je n'ai pas à poser un regard sur ces oppositions, mais en tout cas, pour répondre à votre question, ce qui est certain, c'est que salafisme n'égale pas djihadisme. Pour le dire de façon un peu schématique, il y a trois grands courants du salafisme. Un premier courant qui est un courant qu'on va appeler du salafisme politique, qui est évidemment incarné par les frères musulmans, par exemple, hein, et qui a pris le pouvoir dans un certain nombre de pays, à commencer par la Turquie, puisque Erdogan est un frère musulman, et son parti, l'AKP, anciennement qualifié autrement, était un parti issu des frères musulmans. Donc ce sont des gens qui sont des salafistes, mais qui considèrent qu'il est normal, il est légitime de jouer le jeu de la démocratie pour parvenir au pouvoir par les urnes. C'est ce qui s'est passé en Turquie, c'est ce qui s'est passé en Tunisie. Donc vous avez un certain nombre de pays où ça a eu lieu. Puis vous avez un deuxième courant qui est le salafisme piétiste ou quiétiste, qui est une branche du salafisme qui, lui, se préoccupe essentiellement de la question de la sauvegarde individuelle du bon musulman. Un bon musulman est un musulman qui suit à la lettre la charia, hein, la loi de Dieu, qui suit à la lettre et qui respecte à la lettre le Coran, mais qui n'a pas à faire de politique. Et qui, en ce sens, ne fait ni politique comme les frères musulmans, ni de la violence comme le font les djihadistes, qui doivent uniquement se contenter de vivre dans le plus pur respect de la tradition religieuse. Et puis vous avez un troisième courant qui, lui, est évidemment très, très minoritaire, qui est le salafisme, pour le coup, djihadiste, qui, eux, ne refusent le salafisme politique des frères musulmans, puisqu'ils considèrent que la démocratie est totalement illicite, la démocratie est haram, il n'y a pas à respecter les lois de la démocratie, puisque seul Dieu est source de légitimité, il n'y a pas à voter, donc il n'y a pas de pratique électorale ou de démocratie à respecter.
et il reproche aux salafistes piétistes de ne pas se préoccuper de la sauvegarde de la Oumma, mais de se préoccuper uniquement de leur sauvegarde individuelle ou de leur petite sauvegarde de leur petite communauté. Donc, eux, c'est un mouvement nettement plus révolutionnaire, hein, qui, d'une certaine façon, pourrait presque ressembler aux bolcheviks de la grande époque. Leur objectif, c'est de faire la révolution, d'accéder au pouvoir par les armes et d'implanter par la force la loi de Dieu sur l'ensemble de la terre. Mais c'est évidemment un mouvement très minoritaire, ce mouvement salafiste djihadiste, très minoritaire, mais évidemment qui fait beaucoup parler de lui. Merci beaucoup. Alors, on a aussi beaucoup entendu au moment des attentats que les terroristes basculaient soudainement dans le terrorisme, justement, donc que la radicalisation serait un basculement soudain. Et je voulais justement vous faire réagir par rapport à cette idée, peut-être nous expliquer ce qu'est la radicalisation et est-ce qu'elle est réellement soudaine? Alors, ce qu'on appelle la radicalisation, en fait, c'est deux choses contingentes. Vous avez à la fois ce qu'on pourrait appeler la radicalisation cognitive, la radicalisation intellectuelle, hein, et c'est le fait d'avoir une conception du monde, une vision du monde extrêmement radicale. Donc, je parlais des salafistes piétistes, ce sont, on peut le dire, des radicalisés cognitifs, au même titre que vous avez des gens qui peuvent être je sais pas, des juifs orthodoxes, des chrétiens intégristes, etc., qui ont une vision du monde très radicale, qu'elle soit religieuse d'ailleurs ou qu'elle soit politique. La question de la radicalisation n'est pas du tout liée à l'islam et pas du tout non plus liée à la religion. Vous avez des militants politiques, qui soient des militants d'ultra-droite. Il y en a qui sont passés en procès terreau il y a très peu de temps. Il y a encore d'ailleurs 2 procès terreau qui attendent des militants d'ultra-droite, des militants néofascistes ou néo-nazis qui peuvent être des gens très radicalisés d'un point de vue cognitif. Et puis, vous avez à côté la radicalisation comportementale, c'est-à-dire une radicalisation dans votre action politique et qui passe évidemment par la violence. C'est ce qui va la définir, votre comportement politique radical, c'est l'usage de la violence. Toute la question étant en effet de savoir si l'un, comme le pense par exemple Gilles Kepel, l'un conduit naturellement à l'autre ou si les deux sont indépendants. Est-ce qu'il faut être radicalisé dans sa tête pour être radicalisé d'un point de vue comportemental et violent, ou est-ce que c'est indépendant? Bon, ça c'est évidemment une vraie question. Alors voilà, donc on pourra d'ailleurs donner quelques éléments de réponse. Ça c'est ce qu'on appelle la radicalisation, c'est ça. Et la radicalisation, en effet, je ne pense pas du tout que ce soit un basculement. Ça peut arriver. Il peut arriver évidemment qu'il y ait des acteurs peut-être qui soient une fragilité psychologique, voire une fragilité psychiatrique, etc., et qui tout d'un coup vont verser dans l'ultra-violence. Mais la violence, c'est un peu comme toute chose. On a des étudiants qui nous écoutent. La violence, c'est comme tout, ça s'apprend. Et donc, il faut apprendre à tuer, il faut savoir tuer, il faut avoir envie de tuer. Ce n'est pas si évident que cela, fort heureusement. Et donc, c'est un apprentissage, c'est un parcours singulier. Et je pense qu'on pense bien la radicalisation quand on pense en termes processuels, en termes de processus qui vont favoriser cet engagement radical. Il y a sûrement des phases dans ce processus, et c'est un peu l'objectif des chercheurs que d'essayer de comprendre les phases de ce processus de radicalisation, les éléments importants qui vont accélérer ce processus, ceux qui au contraire vont le freiner. Est-ce qu'il y a des éléments de parallélisme possible entre des processus de radicalisation islamistes, politiques, séparatistes, ce que vous voulez, mais c'est rarement un basculement. C'est très rarement un basculement. Et quand vous regardez, je ne sais pas, prenons un Mohamed Merah, donc personnalité djihadiste évidemment tristement connue, et on pourrait prendre la plupart des prévenus qui sont sur les bancs des accusés du procès V13, du procès du 13 novembre. Mais si on prend Mohamed Merah, il ne s'est pas radicalisé du jour au lendemain.
Il n'est pas passé du statut de micro-délinquant dans une cité toulousaine au statut de tueur de masse assassinant des enfants juifs d'une balle dans la tête. Il a fallu un moment d'apprentissage, et ce moment d'apprentissage, il est passé entre autres par son départ de la France, sa présence dans les zones tribales pakistanaises, sa présence au Yémen, ou pareil pour les frères Kouachi, où on apprend la violence. Non seulement on l'apprend à la pratiquer, mais on apprend évidemment à la supporter. Hein, et tuer, c'est... Alors évidemment, il faut être capable de le faire, il faut savoir manier des armes, il faut avoir un petit savoir pratique, mais ce qui rend la plupart des gens incapables de tuer, c'est le fait de ne pas se sentir autorisé à tuer, parce qu'on est dans une morale dominante qui nous interdit de tuer, fort heureusement. Si la morale dominante légitime le meurtre, si vous accédez à une forme de morale qui légitime très fortement l'usage du meurtre et l'usage de la violence extrême, il n'y a aucune raison pour ne pas la pratiquer. Seulement, l'apprentissage de cette morale, il est long, cet apprentissage, et il nécessite un certain nombre de conditions. Donc, ça prend du temps. Et justement, je voulais vous demander, selon vous, quels sont les vecteurs de cette socialisation radicale? Est-ce que ce sont les entourages, les réseaux? Alors là, ça peut être une bonne occasion, en effet, de revenir un petit peu sur le travail qu'on vient de terminer, alors qui n'est pas totalement terminé, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à en parler. On a construit une base de données sur donc 353 djihadistes incarcérés, sur lequel précisément on a essayé de voir un certain nombre de choses, dont ce que vous soulevez là. Quels sont, on va dire, les vecteurs de socialisation au djihad, hein? Qu'est-ce qui va s'entrer? On en a défini plusieurs. J'essaye de les retrouver pour vous en parler. On en a défini plusieurs. Il y en a 5 principalement. Ce qu'on pourrait appeler la socialisation familiale, c'est-à-dire est-ce que vous appartenez à des familles qui vont vous encourager au passage à l'acte violent. Par exemple, cette socialisation familiale, elle est très forte en ce qui concerne la mouvance séparatiste, qu'elle soit basque ou corse. C'est souvent dans des familles, au sein de la famille, qu'on développe une hostilité pour Madrid, une hostilité pour Paris, et qu'on s'engage dans la clandestinité. Elle est très faible en ce qui concerne le djihadisme. Hein. La socialisation familiale, c'est vraiment une socialisation faible, puisque vous avez à peu près 75% des acteurs qui n'ont connu aucune socialisation familiale et aucun engagement à la violence. Vous avez ensuite la socialisation amicale, qui, elle, est beaucoup plus importante, c'est-à-dire le fait de s'engager dans la violence parce que des amis l'ont fait, parce qu'on suit des amis. Un chercheur américain comme Mark Sajman avait soulevé que 70% des caïdistes, des membres d'Al-Qaïda qu'il avait analysés, s'étaient engagés dans Al-Qaïda parce qu'ils suivaient des copains, par réseau affinitaire, par réseau amicaux, etc. Celle-là, elle est beaucoup plus importante, puisqu'on est à peu près à 30, 3, 4, 5, on est à peu près à 53% de gens qui disent que leur entrée dans la radicalisation djihadiste est due à des réseaux amicaux. La socialisation militante, troisième forme de socialisation, c'est-à-dire le fait d'avoir milité dans des mouvements type Frères musulmans, etc. Et bien là, elle est très faible. Elle est très faible puisque elle est quasiment faible ou inexistante à plus de 85%. Donc, ce n'est pas le mode de socialisation dominant. Quatrième mode de socialisation, la socialisation institutionnelle. La socialisation institutionnelle, c'est-à-dire le fait de passer par des mosquées, par exemple, des lieux cultuels, ou des associations sportives, ou des associations culturelles, caritatives, etc. Là aussi, elle est très faible. Alors, elle est très faible, pas totalement faible, puisque vous avez à peu près 24% de notre corpus qui dit avoir été fortement incité à s'engager en passant par des lieux de culte, les mosquées salafistes, par exemple.
mais vous avez quand même 71% de ce corpus qui n'a connu aucune socialisation institutionnelle. Ce qui nous a un peu surpris, c'est qu'en fait, on se rend compte maintenant que la socialisation la plus forte, c'est la socialisation virtuelle, c'est-à-dire sur Internet et sur les réseaux sociaux, ce qui est probablement une grande nouveauté par rapport à d'autres mouvements. Hein. Les séparatistes, j'en ai parlé, mais même, je pense que les caïdistes étaient beaucoup moins peut-être influencés par cette dimension virtuelle que ne le sont les membres de Daesh. Puisque la socialisation virtuelle, elle est très forte à plus de 80%, à plus de 70%, pardon. Elle est très forte, donc voilà, c'est un élément fort de l'entrée dans la radicalité, les réseaux sociaux et l'Internet. Et du coup, on a aussi beaucoup entendu parler des loups solitaires. Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'ils sont nombreux? Et qu'est-ce que ça nous apprend finalement sur la position de la violence islamiste par rapport à d'autres formes de violence politique, plus traditionnelles peut-être? Oui, les loups solitaires, ça c'est un gros, oui, c'est un lieu commun qui revient assez souvent et qui va un petit peu avec la thématique du basculement. On aurait des gens fragiles psychologiquement qui tout d'un coup basculeraient seuls dans l'ultraviolence, etc. Un peu sur le modèle d'un Breivik en Norvège, le suprémaciste blanc qui a assassiné presque 80 jeunes sociodémocrates sur une île au large d'Oslo. Bon, évidemment, ça existe. Il y a eu un Breivik, et puis dans l'ensemble des attentats islamistes, il y a probablement quelques individualités qui se sont radicalisées totalement seules sur Internet, sans aucun contact. Moi, je pense quand même que les loups solitaires voyagent plutôt en meute. Et alors, ce n'est pas toujours des meutes effectives. Et c'est vrai que ce qui caractérise l'islamisme djihadiste actuel, c'est plutôt sa déterritorialisation, sa déstructuration. On n'a pas une organisation clandestine qui commandent à l'image de l'ETA au Pays Basque, de l'IRA en Irlande du Nord, qui sont des organisations qui ont la main sur leurs militants et véritablement où les militants obéissent aux chefs de l'organisation, aux structures de l'organisation. Mais néanmoins, on a du commandement à distance. Donc, on n'est pas totalement seul. Hein, on n'est pas un loup totalement solitaire. On est un loup peut-être partiellement seul, mais qui va la plupart du temps avoir des amis, rencontrer des gens à la mosquée ou ailleurs, mais surtout sur les réseaux sociaux. Hein. Et les communautés virtuelles sont aussi des communautés importantes en termes d'engagement dans la lutte armée ou dans la violence. Donc voilà, donc je crois très peu, comme je crois peu à la thèse du basculement, je crois peu à l'idée de lone wolf, de loup virtuel, de loup solitaire, pardon, qui serait dominant dans le cadre du djihadisme. Alors, je voulais également vous faire réagir à une autre phrase que j'avais entendue cette fois-ci à la radio il y a un petit bout de temps, c'était en 2020. Alors, vous avez un petit peu répondu déjà. C'est Bruno Retailleau qui disait, donc, qui est un politique, et qui disait il y a 3 combats qui doivent être menés en parallèle. Le combat contre le djihadisme, les quartiers qui sont en train de s'islamiser et le combat dans les esprits sur la laïcité. Donc en fait, il faisait un lien finalement assez clair entre djihadisme, quartier populaire et laïcité. Et donc du coup, je voulais poser cette idée reçue-là. Le djihadisme est la suite logique du communautarisme en quartier populaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce qui est... Alors, si on, toujours sur notre étude des 353 incarcérés, quand on regarde les zones de vie de ces individus, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une très faible représentation de la ruralité, hein, puisque seulement 2% d'entre eux ont évolué dans des communes rurales et que la grande majorité d'entre eux, 36% dans des métropoles, c'est-à-dire la zone marseillaise, la zone parisienne, la zone lyonnaise, etc. 24% dans des grandes villes et 23% dans des villes moyennes. Donc vous avez que 15% du corpus,
15%, si on rajoute les 2% communes rurales, 17% qui ont évolué dans des petites villes. Alors, il peut y avoir des petites villes avec des quartiers qui soient des quartiers plus ou moins défavorisés, mais l'image dominante qu'on a des banlieues périurbaines et totalement ségrégées ne correspond pas à ces petites villes. Donc, ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que vous avez une très faible représentation de la ruralité. Par contre, et là, on vient d'établir une carte sur justement ces lieux. Alors, je pourrais d'ailleurs vous la montrer parce qu'elle illustre assez bien. Cette carte, elle montre qu'en fait, ça vient de partout. C'est-à-dire, vous avez des acteurs djihadistes, hormis peut-être certaines régions. Et d'ailleurs, elles se superposent pas totalement à la région des zones de présence des immigrés du pays. Par exemple, vous avez une assez forte présence de djihadistes dans les régions Pays de Loire, Normandie, Bretagne, qui n'est pas, c'est pas les régions dominantes, mais malgré tout, c'est assez présent. Or, c'est les 3 endroits où les populations immigrées en France sont les moins importantes. Bon, par ailleurs, ce qui est quand même très vrai, c'est que la dominante, c'est la région parisienne, c'est la région lyonnaise, c'est la région toulousaine et la région PACA, où vous avez en effet une forte population djihadiste, mais vous avez en même temps des zones un petit peu difficiles à comprendre, par exemple dans le Loiret, qui n'est pas automatiquement la région, on va dire, la plus urbaine et où il y a le plus de banlieues difficiles, où vous avez une très forte présence d'acteurs djihadistes, et à l'inverse, d'autres endroits comme la région bordelaise, par exemple, n'a quasiment produit aucun, alors que Bordeaux est pourtant une métropole relativement importante. Donc, c'est plus compliqué probablement que ce que Bruno Retailleau avance. Même si c'est évident que vous retrouvez un petit peu plus de djihadistes dans les lieux issus où il y a beaucoup de présence d'immigrés. Mais par exemple, une autre idée reçue, c'est sur la présence des étrangers. Hein, vous avez 81% de notre corpus qui est français. Hein, donc, ça veut dire que vous n'avez que 19% de gens qui sont étrangers. Donc, on a un djihadisme. En France, en tout cas, nous avons un djihadisme qui est avant tout un djihadisme français à 81%. Dans ces 81%, vous en avez 13,5 qui ont une double nationalité, mais c'est quand même 81% de gens de nationalité française. Alors justement, j'allais rebondir sur ce que vous disiez sur l'immigration en vous citant quelqu'un dont on entend beaucoup parler en ce moment, Éric Zemmour, qui disait « Aujourd'hui, il y a un lien direct entre immigration, islam, délinquance et terrorisme ». Donc pour l'immigration, vous venez de nous expliquer que ce n'est pas forcément si évident. Est-ce que les djihadistes ont tous un parcours de délinquance, par exemple? Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Précisément, non. Et c'est vraiment quelque chose qui, pareil, nous a un petit peu étonnés, puisque dans ces des notices de radicalisation, elles sont faites en grande partie avec des éléments du dossier d'instruction, et donc les gens qui les rédigent, ces notices, ont accès au passé judiciaire de chaque personne. Donc c'est très clairement établi. Eh bien, on se rend compte que 70% d'entre eux n'ont pas de dossier de mineurs délinquants. Donc, l'idée dominante qui est qu'on a affaire à je le dis un peu crûment, à des petits vendeurs de shit à la sauvette qui auraient fait du stup et qui seraient des petits délinquants de quartier ou de banlieue et qui deviendraient djihadistes, cette idée, elle est fausse. Alors, elle existe, évidemment, il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, bien sûr qu'il y en a, mais en tout cas, si on réfléchit en termes un peu statistiques, vous avez 70% des gens qui n'ont pas de dossier de mineurs délinquants, et plus généralement, vous en avez presque 60% qui n'ont pas d'antécédents criminels, même à l'âge adulte. Donc,
c'est beaucoup, c'est plus que la majorité. Donc, bien sûr, vous en avez qui sont passés par la case prison, mais vous en avez beaucoup qui n'y sont pas passés ou même qui n'ont pas, même sans être passés par la case prison, qui n'ont pas de passé délinquant. Et quand vous regardez un petit peu d'ailleurs aussi le détail des infractions des gens qui ont été condamnés, on se rend compte que très peu, par exemple, ont été condamnés à des très lourdes infractions. Et en particulier, par exemple, leur participation au crime organisé ou à des braquages, des choses comme ça, on va dire. C'est 2%. Donc 2%, c'est très peu. Ce qui met un peu à mal la thèse d'un islamo-gangstérisme avec ou des braqueurs islamistes hein, qui ont existé. C'était le cas du gang de Roubaix, par exemple, mais qui en fait est peut-être plutôt voilà, plutôt un cas unique plutôt que quelque chose de très représentatif. Vous avez 25% des infractions qui sont des poly-infractions, dont des atteintes aux personnes. Donc, ça peut être des choses assez graves, évidemment. Mais encore une fois, à peu près 58% des gens qui n'ont pas d'antécédents criminels. Donc, ce lien avec la délinquance, non, je ne le fais pas du tout de façon aussi claire et aussi nette. Il existe, mais il n'est pas aussi net. Alors, on a aussi entendu que les djihadistes seraient des gens fous et ignorants. Est-ce que c'est le cas? Alors, c'est deux choses, ça. C'est des gens fous? Non. Ça, c'est certain que non, même si on a peut-être naturellement envie de le croire. Et c'est normal d'ailleurs qu'on ait cette lecture un petit peu psychiatrique de ce type de violence. Parce que qui n'est pas une lecture qu'on pose sur d'autres mouvements de lutte armée. Par exemple, on n'a jamais dit que les gens des Brigades Rouges ou de la fraction armée rouge en Allemagne, en Italie, ou les gens de l'ETA en Espagne, ou les gens de l'IRA en Grande-Bretagne étaient des fous. Parce qu'on comprend d'une certaine façon leur cause. On a un logiciel qui nous permet de le comprendre, se battre au nom du prolétariat agressé, se battre au nom de la nation assiégée ou voilà, au nom du nationalisme, c'est des boussoles intellectuelles qui nous parlent. Mais des gens qui se battent au nom de Dieu ou qui disent vouloir tuer au nom de Dieu dans un pays comme la France, en effet profondément républicain, laïque, etc., où Dieu a été mis de côté depuis très longtemps, ça nous paraît très difficilement concevable. Et surtout qui se battent de façon extrêmement violente. Hein, et on l'a bien vu avec les attentats du Bataclan ou les gros attentats de masse qu'on a eus récemment. On voit bien que la population, et à juste titre, subit un véritable choc. Hein, un véritable choc. Et du coup, on se dit, c'est des fous. Il faut être fou pour faire un truc pareil. Bon. Ben en fait, non, il ne faut pas être fou. Et c'est le grand drame du terrorisme, c'est que ce n'est pas des fous, c'est même rarement des fous d'ailleurs. Et vous avez même on a pu retrouver des groupes terroristes qui avaient émis des espèces de vade-mecum sur comment rejoindre notre organisation, qui mettaient bien l'accent sur le fait qu'il ne fallait surtout pas recruter des gens qui avaient des fragilités psychiatriques, parce que ces gens sont dangereux pour l'organisation terroriste en général. Donc on cherche plutôt à avoir des gens solides, hein, des gens convaincus, solides. Ça ne veut pas dire qu'ils ne répondent pas à une idéologie qui peut être considérée comme folle, mais eux ne sont psychiatriquement pas fous. Et je vous en donne un chiffre, puisque là, pareil, dans notre étude, sur nos 353 individus, vous avez 8% de gens qui ont des fragilités psychiatriques. Alors, c'est un chiffre, bien sûr, mais ça veut dire que vous avez 92% des gens qui n'ont aucune fragilité psychiatrique. Donc, massivement, très massivement, on n'a pas affaire à des gens qui sont dérangés, qui sont fous. On peut avoir affaire à des gens qui ont des faiblesses psychologiques. Ça aussi, on l'a mesuré. Là, on est sur des chiffres un peu plus importants, presque 18%, parce qu'on a aussi affaire à une population souvent très précarisée. Et donc, la précarisation peut aller avec la faiblesse psychologique, mais on n'a sûrement pas affaire à des gens qui ont des troubles psychiatriques avérés. Alors, votre deuxième question, c'était est-ce qu'ils sont ignorants? Alors ça,
je n'utiliserai jamais ce terme parce que alors ça, c'est véritablement l'obsession du djihadiste. Hein. Un djihadiste, ce qui le définit le plus, c'est son obsession de l'ignorance. Hein, et lui va se définir comme totalement savant au sens djihadiste du terme, c'est-à-dire il prétend avoir une très bonne connaissance du Coran. Alors, là, on a un élément qui est très utile. On a analysé 137 fiches dites des médiateurs du fait religieux, puisque dans les QER, vous avez des gens qui sont des spécialistes de l'islam, qui sont souvent des arabisants, qui connaissent très bien le Coran et qui, en fait, interrogent les TIS qui sont incarcérés pour connaître un peu leur niveau de conviction religieuse, leur niveau de connaissance religieuse. Eh bien, on se rend compte qu'en effet, ce niveau de connaissance religieuse est quand même pas très fort. Ça leur déplairait sûrement beaucoup, mais vous avez à peu près 23% de gens qui ont un niveau fort ou très fort, un niveau de connaissance religieuse fort ou très fort, et 30% un niveau moyen et à peu près 47% un niveau faible, voire inexistant. Donc, pour répondre à votre deuxième question, je dirais, ce n'est pas des fous, mais ce n'est pas non plus des grands savants, loin de là. Voilà. Alors, je fais une petite digression. Tout à l'heure, vous nous parliez des différentes formes de socialisation au djihad. Et on a une question sur le chat de Clément qui souhaiterait vous demander, est-ce que vous pensez qu'il existe encore des phalanstères, comme c'était le cas en Ariège avec la famille Klein? Alors ça, c'est une thèse qui a été développée par Hugo Micheron sur la thèse des phalanstères ou des lieux de… Oui, je pense que c'est partiellement vrai. Je pense que c'est plus vrai en prison, puisque longtemps ça a été le cas, ça a été l'idée que la prison était un lieu de développement, de construction, de production des djihadistes. Je pense que la direction de l'administration pénitentiaire a fait d'énormes progrès et a su relativement bien gérer cet afflux très très important d'acteurs djihadistes, et maintenant je pense que c'est plus du tout vrai même. Par contre, oui, c'est vrai que ça peut se retrouver. Et je vous donnais l'exemple du Loiret, par exemple, et on l'a su aussi avec Artiga, évidemment, dans la région en Ariège. On a des régions rurales comme ça, un petit peu dépeuplées, où tout d'un coup, vous avez, où ça a été le cas pour Lunel, par exemple, dans l'Hérault, à côté de Montpellier, vous avez tout d'un coup des départs massifs où un certain nombre de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui se mobilisent et qui partent au front et qui partent faire la guerre au Cham, etc. Donc oui, vous avez cette petite dimension comme ça, phalanstérique, où les gens se retrouvent entre eux, ou autour d'une personnalité un peu plus puissante que les autres, va se développer une petite communauté salafo-djihadiste. Oui, ça peut bien sûr exister. Justement, vous nous parlez des prisons, et on a également une question dans le chat relative aux prisons. Clément qui vous demande, est-ce que vous avez pu constater une radicalisation en prison chez des détenus de droit commun? Alors, moi, je ne l'ai pas constaté, mais bien sûr que l'administration pénitentiaire l'a constaté. Hein. Vous avez actuellement à peu près un petit peu plus de 600 DCSR, donc des détenus de droit commun suspectés de radicalisation. Je crois même que c'est un peu plus d'ailleurs le chiffre actuel. Ce pas des gens donc, qui ont été condamnés pour des AMT, pour des associations malfaiteurs terroristes, pour des infractions de type terroriste, mais ce sont des gens qui sont condamnés pour des délits ordinaires. Ils sont pris en charge, oui, ça existe. Ce n'est pas si massif que ça dans la population pénitentiaire, mais ça existe. Je pense qu'ils sont évidemment pris en charge, traités, là aussi, par des binômes de soutien et puis bien sûr suivis par les services du renseignement. La grande nouveauté de la direction de l'administration pénitentiaire, c'est d'avoir isolé finalement les TIS des droits communs, avec justement ces quartiers d'isolement ou ces quartiers de prévention de la radicalisation
qui sont les 2 lieux dans lesquels on incarcère, on va dire, le haut du spectre, c'est-à-dire les djihadistes prosélytes extrêmement dangereux, et puis ceux qu'il faut surveiller, ceux dont on peut penser qu'ils pourraient devenir dangereux, même s'ils ne le sont pas encore totalement, ou en tout cas, voilà, s'il n'est pas montré qu'ils sont véritablement prosélytes. Donc voilà, oui, l'administration pénitentiaire fait un effort énorme pour limiter cette radicalisation en prison. Alors, je voulais également vous citer encore les paroles d'un journaliste qui s'appelle David Thompson, qui a dit sur France Inter: le djihadisme n'est pas uniquement une idéologie de pauvres, mais la majorité des djihadistes sont issus de quartiers populaires. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce qu'on peut dégager des caractéristiques sociobiographiques qui sont communes aux djihadistes, par exemple, que vous avez pu étudier? Oui, je pense que là-dessus, David Thompson a raison. Ce n'est pas une idéologie de pauvres, parce que vous avez en effet des gens qui sont parfois aisés, mais enfin, il faut quand même reconnaître que vous avez massivement une population non seulement finalement assez peu diplômés, vous en avez 77% d'entre eux qui sont au niveau bac ou en dessous du bac, et vous avez seulement 23% de diplômés du supérieur, au-dessus du bac. Donc, ce qui est évidemment bien moindre que la population du même âge au niveau national. Donc, vous avez une population sous-diplômée et vous avez une population qui est précaire à 54%. Ce qui est très important, hein, c'est-à-dire vraiment précaire, dont sur ces 54%, vous en avez 6% qui sont à la limite de la clochardisation, c'est-à-dire sans absolument aucun revenu, sans travail, sans toit où se loger, etc. Donc, malgré tout, oui, il y a une dimension comme ça d'une certaine précarisation, d'une certaine pauvreté. Ce n'est pas systématique. Pareil sur le diplôme, vous avez des gens qui sont titulaires du doctorat, qui sont actuellement en prison pour djihadisme, et puis vous avez des gens qui sont totalement analphabètes, qui ne savent même pas lire et écrire. Donc voilà, vous avez une population un petit peu bigarrée, mais quand même massivement précaire et ségrégée. Ça, c'est une réalité. Vous avez aussi une population, c'est un autre. Vous avez 28% par exemple des djihadistes qui ont plus de 6 frères et sœurs. Donc on a aussi une population avec des énormes fratries, ce qui peut avoir un élément important, en particulier dans le rapport à la mère, pour un certain nombre d'entre eux. 28%, c'est quand même beaucoup, c'est un petit tiers du corpus. Avoir plus de 6 frères et sœurs, certains, le maximum, c'est quelqu'un qui en avait 14. Donc vous imaginez la fratrie. On voit qu'on a affaire à une population qui a quand même des caractéristiques singulières. Vous nous expliquiez tout à l'heure que, si j'ai bien noté, 47% des notices que vous avez pu avoir, 47% des djihadistes incarcérés avaient une connaissance faible, voire inexistante de la religion. Et je voudrais vous citer justement les paroles de Salah Abdeslam au procès. Il dit: on ne vise pas les musulmans, on ne vise que les mécréants. Donc vous avez un petit peu répondu, mais peut-être plus en profondeur. Quel rapport finalement les djihadistes ils entretiennent avec la religion musulmane? En fait, un djihadiste va considérer comme musulman celui qui est djihadiste. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tous ceux qui ne s'engagent pas pour l'islam par la voie des armes sont des mauvais musulmans, des faux musulmans. Et bien sûr, quand ils ne sont pas musulmans, sont rejetés, ou quand ils sont musulmans mais chiites, de l'autre grande obédience de l'islam, ce sont des renégats, c'est presque pire encore, puisqu'ils ont trahi la branche dominante de l'islam et doivent être rejetés. Mais fondamentalement, et d'ailleurs, le djihadisme, alors bien sûr en France, le djihadisme tue massivement et d'ailleurs relativement à l'aveugle dans le Bataclan. Ils n'ont pas sélectionné les musulmans des non-musulmans qui assistaient à ce concert. Donc ils ont tué en masse. Mais au niveau international, le djihadisme tue massivement des musulmans.
Hein, la victime première du djihadisme dans le monde, ce sont les musulmans, hein, qui sont tués, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Afghanistan, que ce soit dans tout un tas de pays, et en particulier, en effet, la communauté chiite, qui est la cible première, principale, bien avant les croisés ou les juifs, c'est-à-dire les chrétiens ou les juifs. Donc voilà, donc véritablement, ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui appartiennent à ce courant du salafo-djihadisme sont absolument persuadés d'être les seuls à détenir la vérité et du coup d'être les seuls à être des vrais musulmans. Voilà. Alors tout à l'heure, vous nous expliquiez que finalement, c'était une idée commune de dire que les djihadistes étaient fous parce qu'on ne peut pas imaginer un passage à une violence aussi extrême. Et finalement, je voulais vous demander quelle rétribution, qu'est-ce qui le retire de l'usage de la violence? Est-ce qu'il y a des rétributions symboliques lorsqu'il passe justement dans la violence? Oui, ça c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on retire de la violence? C'est une question, compliquée. Euh, Nous, à l'issue de notre recherche, par exemple, on avait défini à peu près 6 voire 7 grands profils, hein, djihadistes. Un premier profil, c'est ce qu'on pourrait appeler le radicalisé prosélyte, celui qui est totalement convaincu. Et alors, à la limite, on pourrait dire que lui, il retire le plaisir d'aller convaincre ses pairs de rejoindre le combat pour Dieu. Vous avez un deuxième type de profil, c'est le radicalisé en quête de sens, qui est assez dominant, qui est même le plus important d'ailleurs dans le groupe. Le radicalisé en quête de sens, c'est celui qui est finalement euh, qui n'arrive pas à se construire une vie, hein, qui est dans une forme de vide identitaire, de vide existentiel total, et qui, à travers cet engagement complet, cet engagement total, cet engagement violent, vise à renouer avec le sens de la vie, d'une certaine façon. Et là, il y en a quand même beaucoup. Assez proche, vous avez le radicalisé escapiste. Ce que j'ai appelé le radicalisé escapiste, c'est celui qui, à travers la violence, sort de lui-même. D'une certaine façon, est un surmoi. Pour reprendre le terme de Fethi Benslama, le grand psychiatre qui a travaillé beaucoup sur ce sujet, il parle d'un surmusulman. La violence permet d'être encore plus musulman que les musulmans, d'une certaine façon, parce que je donne ma vie pour la cause, je manifeste le fait que je suis totalement impliqué dans la religion, pour la religion, etc. Je suis presque un surhomme, hein. Donc, cette capacité qu'a la violence, mais ce n'est pas propre au monde djihadiste, on pourrait le retrouver dans bien des combats, que ce soit d'extrême droite, d'ultra-gauche, etc. Cette capacité qu'a la violence à faire en sorte que l'on puisse sortir de soi pour s'inventer d'une certaine façon une vie beaucoup plus exaltante, beaucoup plus extraordinaire, je pense que ça, c'est une incitation importante. Vous avez aussi le radicalisé délinquant qui existe, hein, malgré tout, même s'il n'est pas dominant, je l'ai dit, c'est à peu près 10% de notre corpus, c'est-à-dire celui qui est délinquant, qui a eu un passé délinquant et qui vise, à travers le djihadisme, à se racheter de ses erreurs passées, hein. Et finalement, il a utilisé la drogue, il a utilisé le vol, il a eu beaucoup d'aventures avec des femmes, il a bu de l'alcool, il a fumé de la drogue, etc. Eh bien, désormais, tout cela est fini. Il se rachète une conscience en utilisant la violence. Vous avez aussi le radicalisé viriliste, hein, qui est celui pour qui la violence est une forme d'affirmation virile, d'affirmation machiste. Et ça, c'est pas totalement marginal, hein, pour un certain nombre d'entre eux. Et puis enfin, vous avez ce qu'on a appelé le radicalisé indigné. Celui qui véritablement s'engage parce qu'en toute bonne foi, il est totalement scandalisé par ce qu'il a vu sur Internet, et en particulier les massacres de populations civiles en Syrie, l'armée d'Assad commettant des atrocités, l'armée russe en Tchétchénie commettant des atrocités.
et il ne peut pas ne pas réagir, ou ils se sont contraints de réagir pour sauvegarder ou pour aider sa communauté, ses frères, ses sœurs sunnites, quand bien même il ne les connaît pas, d'où le rôle très puissant d'Internet qui est capable de susciter comme ça des adhésions à des communautés virtuelles de souffrance. Et j'imagine qu'on peut en même temps être un peu de tous ces profils. Bien sûr, on peut être en effet totalement prosélyte et délinquant, escapiste et viriliste, etc. Et en fait, j'avais même envie de rajouter un dernier profil, bon, qui est minoritaire, mais qui existe, c'est ce qu'on a appelé le radicalisé labellisé, c'est-à-dire celui qui est radicalisé parce que l'État a décidé qu'il l'était. Mais quand vous regardez son profil, son parcours, vous ne comprenez pas tellement ce qu'il fait en prison, très honnêtement. Et alors, c'est une toute petite partie d'entre eux, hein, c'est 30 individus sur les 353, mais le parquet national antiterroriste pêche large, et c'est normal, hein, une des obsessions de l'État, et ça peut très bien se comprendre, c'est évidemment de laisser filer quelqu'un qui commettrait un attentat massif. Donc on pêche large, et parfois la justice antiterroriste, elle pêche vraiment très large, avec des gens qui se retrouvent en prison pour, par exemple, du soutien logistique, parce qu'ils ont prêté quelques sous à un ami, ou parce qu'ils sont allés à la frontière turque chercher un frère ou chercher un fils, sans qu'il soit véritablement attesté qu'ils avaient soit l'envie de combattre, soit qu'ils aient rejoint une katiba, etc. Donc, je ne porte pas automatiquement un jugement sur la justice antiterroriste qui fonctionne bien. La preuve, c'est que le nombre d'attentats a considérablement baissé. Ça me paraît tout à fait normal qu'elle soit prudente, mais il y a peut-être aussi un risque précisément de radicaliser par la prison, hein, des gens qui n'étaient peut-être pas automatiquement avant, mais qui vont vivre leur incarcération comme une très forte injustice. C'est sûrement pas le cas de ceux qui passent actuellement au procès du 13 novembre, mais ça peut être le cas de tout petits acteurs dont on entend très peu parler, mais qui, après 2015, après les attentats de Charlie et les attentats du Bataclan, vont prendre des peines de prison extrêmement sévères euh, pour des actes qui ne sont pas toujours des infractions pénales hors normes. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que la réponse pénale aux djihadistes est aujourd'hui appropriée? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Je pense que, bah oui, elle fonctionne assez correctement, puisqu'en effet, par exemple, vous n'avez quasiment plus de départ en Syrie, contrairement à ce que pouvaient annoncer les services de police qui prédisaient des départs en masse au Cham. On a vu que depuis la fin de l'État islamique en Syrie, vous n'avez plus de départ. Donc, le système policier et le système judiciaire semblent fonctionner relativement bien, et fort heureusement, on touche tous du bois, vous n'avez pas de grosses campagnes d'attentats, et depuis les attentats du Bataclan ou de Nice, il n'y a plus eu, je dirais, d'attentats massifs, de projection de forces extérieures en France pour commettre des attentats massifs. Donc oui, ça marche bien, ça marche bien, mais en même temps, c'est vrai que le, la politique pénale, elle a un coût humain pour un certain nombre d'acteurs qui est conséquent. Mais ce n'est pas véritablement à moi de répondre à ça, je n'ai pas assez étudié la chose, et ça vaudrait le coup d'en parler avec des magistrats antiterroristes, justement, pour savoir ce qu'ils en pensent, eux. Bien, merci beaucoup Xavier Crétier. J'ai une dernière toute petite question. Je voulais vous demander du coup si toutes les données que vous nous avez données vont être publiées et sous quelle forme peut-être? Oui, ça va être publié. Enfin, il va y avoir un rapport pour la direction de l'administration pénitentiaire, puisque c'était une commande, et probablement après une exploitation académique sous forme d'articles ou de livres, on verra. Mais je pense que tout ça sera publié d'ici quelques mois, je l'espère, si j'ai un petit peu de temps pour arriver à travailler. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. On a bien balayé plusieurs idées reçues. On a vu que bon, certaines pouvaient avoir des éléments de vérité, d'autres pas du tout. Parfois, c'est plus nuancé que ce qui n'y paraît. Et puis, c'était très intéressant, je trouve, que vous nous donniez finalement des exemples concrets issus directement de notices que vous avez pu consulter. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et une très bonne soirée à nos auditeurs également. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.